La probabilité d'un vrai rebond de l'inflation au troisième et au quatrième trimestre est quasiment certaine maintenant. Beaucoup d'investisseurs avertis me le disent. On sent déjà des secousses avant le tremblement de terre, non? Le séisme arrive. Mais dans un monde multipolaire, avec des conflits un peu partout, des taux d'intérêt plus élevés, des prix des obligations plus hauts, tout ça provoque un changement radical. Ça bouleverse complètement la formation du capital. Autrement dit, il faut repenser entièrement la construction de votre portefeuille, que ce soit pour votre plan d'épargne retraite, vos actions ou vos obligations, parce qu'on est entré dans un nouveau monde, un monde multipolaire, avec des taux plus élevés, une inflation plus forte. Et maintenant, il y a la reconstruction de l'Iran. Pensez à quel point les guerres sont inflationnistes. Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Je suis votre animatrice, Lena Petrova, et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir à nouveau Larry McDonald. Larry est le fondateur du Bear Traps Report et un expert financier très suivi, spécialisé en macroéconomie mondiale, en marché financier et en risque systémique. C'est un ancien trader de Wall Street et l'auteur d'un excellent livre, A Colossal Failure of Common Sense. Il a aussi publié récemment un nouveau livre, How to Listen When Markets Speak. Je mettrai les deux liens dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, nous allons parler des plus grands risques qui pèsent sur l'économie mondiale, des perspectives pour les actions et les obligations, de l'inflation, de la géopolitique et de tout ce qui s'y rattache. Larry, bienvenue à nouveau, c'est vraiment un plaisir de te revoir. Larry, welcome back. It is so great to see you again. Merci Lena, j'apprécie vraiment. Je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation. Je sais que vous avez beaucoup d'analyses intéressantes et j'ai hâte d'entrer dans les détails. Commençons par la vue d'ensemble. Larry, beaucoup d'analystes de marché se concentrent sur les actions, mais vous avez toujours soutenu que c'est le marché obligataire qui envoie le vrai signal. Alors, avec la guerre contre l'Iran, lancée par l'administration Trump, qui s'intensifie et continue de menacer l'approvisionnement énergétique mondial, comment voyez-vous le marché du pétrole transmettre cette tension vers les rendements obligataires, l'inflation et bien sûr au final vers les marchés financiers aux États-Unis et dans le reste du monde? Oui. Et c'est bien qu'on en parle cette semaine. Ces derniers jours, on a organisé un dîner d'idées avec quelques-uns des plus grands directeurs financiers de New York. Alors, on ne publie pas de newsletter. Ce qu'on fait, c'est offrir aux family office, aux personnes à très haut patrimoine et aux conseillers financiers une perspective précieuse sur les discussions du côté acheteur. En d'autres termes, ce n'est pas que je sois un gourou ou un génie, c'est qu'on a vraiment construit ensemble un réseau incroyable, avec des mentors exceptionnels. Et quand on organise ces dîners d'idées, qu'on tient des réunions privées à New York, puis qu'on anime ce qu'on appelle notre Bloomberg Chat, on recueille des informations venant de points de vue très différents. Et ça aide vraiment à tout relier. Ce qui est intéressant, c'est que les gérants de portefeuille, ceux avec qui on discute dans le chat ou lors de nos dîners, ceux qui avaient vu juste sur le crédit et qui étaient vraiment optimistes, eh bien, ils sont devenus plus prudents. Et ce n'est pas juste une personne, c'est probablement trois. Ils sont dans 2 pays différents, 3 villes différentes, ils ne se connaissent pas, et ce ne sont pas des optimistes permanents, ni des pessimistes permanents. Ces dernières années, ils étaient franchement très confiants. Et je pense que ce dont tu parles, c'est que si on regarde les distillats, donc pense au pétrole, l'administration Trump, c'est un peu comme si elle essayait de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Ils ont plutôt bien réussi en vidant la réserve stratégique de pétrole, la SPR. Mais lors de notre dîner ces derniers jours, si on regarde les distillats, donc le kérosène ou le diesel, et tous ces autres produits chimiques à base d'acide sulfurique,
leurs prix restent très rigides. Et le détroit est fermé depuis 120 jours, n'est-ce pas? Du coup, la probabilité d'un vrai rebond de l'inflation au troisième et au quatrième trimestre est maintenant presque certaine. Et ça a un impact sur les rendements obligataires. Et puis, du côté des hyperscalés, rien que cette semaine, le CDS d'Apple atteint de nouveaux records. Les Credit Default Swap d'Oracle, donc le coût de la protection contre un défaut d'Oracle, repartent fortement à la hausse, à de nouveaux sommets. Il y a beaucoup de financement hors bilan. Donc c'est le choc énergétique qui va mettre la pression sur les rendements. Et ensuite, c'est la quantité d'obligations vendues aux investisseurs. D'une certaine façon, les dépenses dans les data centers et toute cette dette, ces ventes de dette, pensez-y un instant. On parlait de 400 milliards de dollars de dépenses d'investissement cette année. Et maintenant, on est à 700 milliards. Et une grande partie de ça est financée par la dette. Du coup, les géants du cloud, Google, Microsoft, Meta, Amazon, se retrouvent à concurrencer l'État américain pour vendre des obligations. C'est un vrai sujet. Et puis, il y a aussi ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, où la situation se bloque encore davantage. C'est un peu comme une artère dans le corps qui se bouche. Les effets de second et de troisième ordre sur les produits raffinés vont vraiment peser sur l'inflation. Et tout ça arrive juste avant les élections de mi-mandat. Donc oui, ça va influencer les rendements obligataires, et on commence déjà à le voir sur les écarts de crédit. Si ce conflit s'étend, comme tout semble l'indiquer, on sait que les Houthis, ou Ansar Allah, viennent d'annoncer un blocus de la mer Rouge en réponse à leur conflit avec l'Arabie saoudite, qui a bombardé leur aérodrome il y a environ une semaine. Donc, si ce conflit s'élargit, ce qui paraît probable, et si les prix de l'énergie continuent de grimper, ce qui, on le sait, est une conséquence assez logique de la situation actuelle au Moyen-Orient, pensez-vous que la Réserve fédérale va donner la priorité à la lutte contre l'inflation ou au soutien de la croissance économique? En d'autres termes, est-ce qu'on se dirige vers un nouvel épisode de stagflation? Oui, et c'est pour ça qu'on aime les sociétés minières d'or ici. Le GDX, Agnico Eagle, Apple, Edward Murray. Elles génèrent un flux de trésorerie libre d'environ 6 à 7 milliards de dollars, avec un rendement d'environ 8%. Ça veut dire qu'elles ont énormément de trésorerie disponible. Elles produisent de l'or à un coût d'environ 1400 à 1500 dollars l'once, alors que le cours de l'or tourne autour de 4000. Donc, beaucoup de ces sociétés minières sont vraiment bon marché. Et dans un monde en stagflation, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Au bout du compte, la seule façon de sortir de ce trou de 40 000 milliards de dettes, c'est de maintenir l'inflation, de garder les taux d'intérêt en dessous du niveau de l'inflation. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour paraître un peu plus accommodants qu'il n'y paraît. Je veux dire, ils devraient augmenter les taux, mais ils ne le feront pas. Les intérêts sur la dette s'élèvent à environ 1100 milliards de dollars. D'accord? Et si on regarde la maturité moyenne pondérée et le taux moyen pondéré de la dette publique, s'ils augmentent les taux, ils vont vraiment faire grimper le coût des intérêts, non? Et ça, à un moment où ces intérêts grèvent déjà fortement les dépenses du gouvernement américain. Une grande partie de ces dépenses, liées aux obligations de l'État, doit aller au paiement des intérêts. Donc oui, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour... Enfin, leur logique, c'est que si vous avez 40 000 milliards de dettes et que vous entrez dans une phase d'inflation élevée, c'est ce qu'on explique dans notre livre, Comment écouter la vitesse des marchés, eh bien, dans ce régime d'inflation élevée, vous pouvez rembourser la dette avec des dollars de plus en plus dévalués, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on s'en sort par l'inflation, et c'est ça, le secret inavoué. Le nouveau vrai objectif d'inflation de la Fed,
c'est plutôt 3%. Ils nous disent que c'est 2%, mais en réalité, on est au-dessus de ce seuil depuis plus longtemps que jamais, probablement depuis les années 80 ou 90. Larry, tu es l'expert du marché obligataire. Et je sais qu'on entend souvent dire que la bourse se porte très bien. Bien sûr, il y a des raisons à cela aussi, mais ces dernières semaines, ces derniers mois et même ces derniers jours, les rendements des bons du Trésor ont fortement grimpé, alors même qu'on s'attend à un ralentissement de la croissance économique. Qu'est-ce que le marché obligataire est en train de nous dire? Que les experts ou les investisseurs en actions ne voient peut-être pas. On est en train de se diriger vers une crise du crédit à cause du volume de dette hors bilan qui sort des data centers. C'est assez fou. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième, regardez simplement les restaurants aujourd'hui. McDonald's est en train de décrocher, Darden Restaurant aussi. On voit des sommets de plus en plus bas, encore et encore. Le consommateur, les 60% les plus modestes, souffre énormément. Si on regarde les obligations à haut rendement notées CCC, pour les entreprises tournées vers le consommateur, leur situation est vraiment mauvaise. Le marché des obligations à haut risque est proche de ses niveaux les plus serrés, mais il commence à s'écarter. Autrement dit, le marché du crédit nous envoie un signal d'alerte. Et plusieurs personnes avec qui on a échangé, qui étaient pourtant très optimistes sur le secteur financier, voient maintenant un vrai problème de crédit se former, à la fois du côté des consommateurs et du côté des prêts bancaires. Franchement, les banques en ce moment sont valorisées comme si tout était parfait. On est sur des niveaux records du ratio cours sur valeur comptable. Bank of America, record historique, le coût de la banque est au plus haut de tous les temps. Même chose pour JP Morgan. Et pendant ce temps, le marché du crédit sous-performe le marché action. Or, très souvent dans l'histoire, c'est le crédit qui donne le ton avant les actions. C'est exactement ce qui s'était passé avant la faillite de Lehman Brothers pendant la crise financière. C'est pas aussi dramatique aujourd'hui, mais sur certains points ça l'est. Comme je le disais tout à l'heure, les Credit Default Swap d'Oracle explosent. On est vraiment sur un plus haut historique. Ceux d'NVIDIA s'écartent aussi beaucoup plus. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Les Credit Default Swap de NVIDIA, on publiera un graphique ce soir dans nos notes, atteignent de nouveaux sommets chaque jour. Et ça montre bien qu'il y a tout ce jeu de financement circulaire entre les hyperscalers, toutes ces manœuvres qui se multiplient, vous voyez? C'est un peu le docteur Oppenheimer de la Silicon Valley. Ils essayent tous de dépenser plus que le voisin et d'en mettre plein la vue en payant cette facture pour Meta. Tout ça ressemble à un système de financement circulaire. Ce que je trouve intéressant, c'est que les Credit Default Swaps de NVIDIA s'élargissent chaque jour, maintenant en même temps que ceux d'Oracle. Avant, c'était seulement Oracle qui s'écartait. Aujourd'hui, NVIDIA prend de la vitesse. Et ça montre bien qu'il y a une vraie perte de confiance dans ce modèle de financement circulaire des hyperscalers, avec la dette hors bilan, et ce Kimi 3 venu de Chine qui ressemble à ce moment DeepSeek où il n'y a en réalité aucun retour sur investissement. Tout ça fait partie de la prochaine crise du crédit. C'est ce que nous disent nos plus grands investisseurs institutionnels, vraiment parmi les plus importants au monde. Zen que nous avons Gerzepolker ces derniers heures. C'est passionnant. Vous avez évoqué tous ces facteurs essentiels qui influencent le marché obligataire et la situation sur les marchés du crédit. Mais il y a aussi un autre sujet, un peu comme l'éléphant au milieu de la pièce, sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Les banques centrales étrangères achètent moins de bons du Trésor américain ces derniers temps, et ce sont plutôt les investisseurs privés
et les fonds spéculatifs qui prennent le relais. Est-ce que ça vous dit quelque chose sur l'état du marché? Est-ce que selon vous, cela rend le marché des bons du Trésor encore plus fragile sur le plan structurel, compte tenu de tout ce qu'on vient d'évoquer? D'accord. Alors gardez bien ça en tête. Kevin Warsh, Stan Druckenmiller et Scott Bessent sont de très bons amis, d'accord? Ils sont tous très proches. Et Warsh et Bessent, notre président de la Fed et notre secrétaire au Trésor, ce sont de vrais génies de la finance. Vraiment brillants. Le Trésor sous Yellen, c'était plutôt l'ambiance salle des profs. Beaucoup de ces gens-là à la Fed ou au Trésor n'ont jamais pris de risque de leur vie. Prenez Jack Lew, par exemple. Ancien secrétaire au Trésor, sans grande expérience du terrain. Mais Warsh et Bessent, eux, parlent tous les jours avec Stan Druckenmiller. Druckenmiller, c'est sans doute le gestionnaire de fonds spéculatifs le plus célèbre de tous les temps. Donc ces types savent très bien que la situation est un vrai désordre. Ils savent que la Chine achète de moins en moins de bons du Trésor. En coulisses, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle, et je tiens ça encore une fois, des meilleurs et des plus brillants fonds spéculatifs du monde, avec qui on parle tous les jours dans plus de 20 pays, ce que j'appelle le sac d'astuces de Bessent. En gros, ils forcent les banques à acheter davantage de bons du Trésor. Et ce qu'ils font, c'est comme si on mettait un pistolet sur la tempe des banques. Ils leur disent « Écoutez, on va vous offrir une déréglementation. Michel Bowman a fait un excellent travail là-dessus. Ils veulent vraiment déréglementer les banques. Mais en échange, les banques doivent acheter plus de bons du Trésor. » Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a aussi ce projet de loi sur les stablecoins, cette législation qui est actuellement au Congrès. Il y a 5 ans, les stablecoins représentaient environ 75 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils en sont à 250 milliards de dollars. Et dans 5 ans, ils seront probablement à 500 milliards. Pourquoi est-ce que ça compte pour les gens qui nous écoutent en ce moment? Les stablecoins détiennent des bons du Trésor, de l'or et un peu de Bitcoin dans certains cas, comme Tether par exemple. Donc si on pousse les banques à acheter plus de bons du Trésor et qu'en parallèle les stablecoins continuent de croître à ce rythme, surtout si cette loi est adoptée, eh bien ça va leur donner beaucoup plus de poids. Ils se disent qu'ils auront beaucoup plus d'acheteurs dès le départ grâce aux stablecoins. Et donc quand on passe de 75 milliards il y a 5 ans à 250 milliards aujourd'hui, on se retrouve tout à coup à 500 milliards dans 3, 4 ou 5 ans. Et ça les rend nerveux. Ils sont aussi nerveux qu'un chat à longue queue dans une pièce pleine de chaises à bascule. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils ont un plan. Et jusqu'à présent, ce plan a compensé la dégradation assez inquiétante de la demande mondiale pour les bons du Trésor américain. Vous avez tout à fait raison, la Chine a nettement reculé. La bonne nouvelle, c'est que des pays comme le Japon ou le Royaume-Uni ont, eux, beaucoup augmenté leurs achats. Donc, ça paraît pire que ça ne l'est vraiment. Mais ça reste un problème. On va continuer à vivre dans un environnement de taux d'intérêt élevés. Et il y a beaucoup de situations fragiles ailleurs. Regardez le Royaume-Uni aujourd'hui, les rendements s'envolent. Et il y a beaucoup d'autres bilans souverains du côté des gouvernements qui sont encore plus mauvais que celui des États-Unis, aussi surprenant que ça puisse paraître. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous, mais si on prend un peu de recul, et j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ce que tu entends quand tu parles à ces experts et à ces investisseurs, si on prend un peu de recul, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette conversation et qui se disent « Bon, moi je n'investis pas, donc est-ce que ça me concerne vraiment ?» Par exemple, si le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'approche de 5% ou même plus, explique-nous ce qui se passe pour le logement, pour l'endettement des entreprises
et même pour la valorisation des actions. Et surtout, comment un Américain moyen va-t-il être touché par cette hausse des rendements du Trésor? Je parle d'une personne ordinaire qui n'investit pas forcément activement en bourse, par exemple. Exactement. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que entre 2017 et 2021, il y a eu des milliers et des milliers de milliards d'émissions de dettes. Tu vois, probablement plus de 60 000 milliards d'émissions du Trésor, d'obligations d'entreprise, d'immobilier commercial, tout ce genre d'émissions, quoi. Et tout ça s'est fait à des taux d'intérêt très bas, proches de zéro. Alors, ce qui se passe, c'est que quand les taux montent, les prix des obligations baissent. Par exemple, il y a une obligation Apple qui se négocie autour de 53 cents pour $1. Elle a un coupon de 2,55%. Donc vraiment faible. Elle avait été émise à la valeur nominale à $100. Donc imagine, elle a été émise à 100 et maintenant elle se vend autour de 53. Et ça, c'est simplement parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc les prix des obligations ont baissé. Du coup, comme tu le disais à l'époque, un taux de 5%, ça ne voulait pas dire grand-chose. On avait atteint 5,5% en 2007. Et oui, ça a vraiment contribué à déclencher la crise financière. Mais pendant un moment, ça ne voulait pas dire grand-chose. Puis les prêts subprimes ont été réajustés, et c'est ça qui a provoqué la grande crise, l'un des principaux moteurs de la crise. Aujourd'hui, c'est encore bien pire, parce que les pertes sur les bilans des banques et sur ceux de tous ceux qui détiennent cette dette immobilière commerciale. Toutes ces dettes émises à 1%, comme cette obligation Apple à 2,55%, échéance 2060, émise à la valeur nominale, elles se négocient maintenant à 52. Alors réfléchissez à ça. Dans tout le système, il y a des pertes énormes. Donc quand on passe de 4 à 5% aujourd'hui, c'est un peu comme si, il y a 20 ans, on passait de 5 à 9%, parce qu'il y a beaucoup plus de dettes dans le système. Exactement. C'était émis à presque zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. Et donc, malgré tout ça, si on regarde le graphique, le S&P 500 continue de se négocier à des niveaux historiquement élevés. Et cela, malgré la hausse des rendements, malgré les tensions géopolitiques qui s'intensifient, malgré les élections de mi-mandat qui approchent dans un contexte politique intérieur très incertain et fragile, et bien sûr dans un contexte international tout aussi instable. Alors, si on se concentre uniquement sur le marché boursier, est-ce qu'on peut dire que la bourse devient un peu trop complaisante? Ou bien, comment voyez-vous le fait que le S&P 500 continue de monter et semble en bonne santé, malgré tous ces signaux d'alerte qui clignotent un peu partout en même temps? Oui, le marché s'en sort plutôt bien. Ce qui est étrange, c'est que normalement, juillet devrait être le meilleur mois de l'année. Et les 2 premières semaines de juillet, en principe, c'est tranquille, vraiment tranquille. Mais on a eu pas mal de volatilité la semaine dernière. Beaucoup d'investisseurs chevronnés me le font remarquer. On sent comme des secousses avant le tremblement de terre, vous voyez? Il y a quelque chose qui se prépare. Pourtant, quand on regarde le comportement du marché, il va nulle part. Nvidia n'a pas bougé depuis octobre. Microsoft, pareil, depuis 3 ans. Meta, même chose. Meta n'a pas évolué non plus. Donc il y a une grosse rotation en cours sur le marché. L'argent sort des grandes entreprises technologiques et se dirige vers d'autres secteurs, vers des sociétés qui détiennent des actifs. Donc, notre grande stratégie, c'est que vous voulez posséder les entreprises du secteur de l'énergie. Vous voulez détenir les compagnies pétrolières et gazières, celles qui contrôlent les ressources dans le sous-sol. Parce qu'à un moment donné, il y avait 42, 43 000 milliards de dollars dans le Nasdaq 100 et il en reste environ 2 500 milliards.
Donc même si le S&P se porte bien, on voit clairement de grandes fissures se former où le leadership du marché s'est vraiment effondré. Et il faut faire attention, comme vous l'avez dit à propos des valorisations. Le rapport risque-rendement en ce moment est catastrophique sur le plan saisonnier. La probabilité d'une forte correction en septembre ou en octobre est très élevée. Et puis tout ce qui se passe avec le Mag 7, la mémoire et tout ce qui touche à la Chine, on sent bien qu'une crise arrive. Parce qu'en gros, on a investi, ou plutôt on prévoit d'investir, entre 4 et 5 000 milliards de dollars dans les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle. La Chine vole énormément de nos données, les balance en open source. C'est un peu comme une nuée de piranhas, tu vois, qui dévore la propriété intellectuelle des États-Unis. Et maintenant, le retour sur investissement, c'est devenu un vrai sujet de débat. Regardez Alex Karp, par exemple. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça vient de gens avec qui on discute sur Bloomberg ou lors de nos dîners, des gens qui étaient vraiment, vraiment optimistes sur la technologie et sur les semi-conducteurs en particulier. Ils sont devenus pessimistes à cause de ce mystérieux retour sur le capital investi. Il y a eu comme un moment de réveil avec Alex Karp qui a tenu des propos assez négatifs et plusieurs autres signaux très visibles. Pas mal d'investisseurs très expérimentés regardent de près les hyperscalers, leurs dépenses d'investissement, et ils ne voient rien de solide derrière tout ça. En gros, il n'y a aucune chance qu'ils obtiennent un bon retour sur investissement. Et c'est probablement ce qui va faire baisser le marché dans les prochains mois. À mon avis, la probabilité que le marché décroche d'ici octobre, je ne parle pas d'un crash de 20 ou 30%, est assez élevée. Oui, je pense que beaucoup de gens soulignent que l'administration Trump est très habile à, je ne dirais pas à manipuler, mais disons à jouer avec le marché, non, et avec le sentiment général. Par exemple, le vendredi, tout va bien, on annonce un cessez-le-feu, on pense qu'un accord va être trouvé pendant le week-end, puis le lundi matin, de nouvelles frappes sur l'Iran et une nouvelle escalade. Alors, comment les investisseurs et les experts s'adaptent-ils à cet environnement où il y a autant de volatilité et où tant de choses dépendent des cercles politiques, surtout à Washington? Il y en a un peu en Europe, bien sûr, mais la plupart viennent clairement de Washington. D'accord. Donc on n'est pas ici dans une transaction immobilière à Manhattan où Trump négocie avec une personne saine d'esprit et compétente en face de lui. Là, il a affaire à 5 factions différentes en Iran. Ce qui se passe, c'est qu'il conclut un accord avec une ou deux d'entre elles. Et pensez au CGRI, c'est la garde républicaine, l'armée. Là-bas aussi, il y a 5 factions. Alors quand on signe un accord de paix ou un cessez-le-feu, avec une ou deux factions, il suffit qu'une ou deux autres décident de tirer des missiles sur des navires et tout à coup, le détroit d'Ormuz se retrouve fermé pendant 120, 130 jours. Et c'est pour ça qu'on voit un énorme R sur le diesel. Voilà, le diesel. Un des investisseurs présents à notre dîner pensait que le prix du diesel pourrait grimper de 100% à partir d'ici, à cause de cette congestion. Alors l'Iran le sait bien, et voilà la bonne nouvelle pour les États-Unis, l'Arabie Saoudite et tout le Moyen-Orient. On construit à un rythme extrêmement rapide. On met en place, je dirais, 6 pipelines différents qui vont en gros neutraliser le détroit d'Ormuz. Ils auraient dû faire ça il y a des décennies. Mais les Iraniens le savent, et les Houthis aussi, qu'ils ont un levier en ce moment. Ce levier, c'est comme un glaçon qui fond. Il ne sera plus là dans 2 ans. Donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent maintenant pour semer le trouble et essayer d'obtenir quelque chose de la Maison-Blanche. Ils veulent maintenant obtenir une compensation financière. Il y en a tout un groupe, et la Maison-Blanche est obligée de réagir fermement face à eux.
Et c'est ça, en fait, qui pourrait vraiment secouer le marché obligataire. La hausse des prix de l'énergie, un pic d'inflation, un peu comme en 2022. On avait eu cette flambée de l'inflation, le Nasdaq avait chuté d'environ 30%, et il y avait la guerre en Ukraine, avec une énorme poussée inflationniste. Cette fois, ce ne sera pas aussi grave, mais c'est l'un des grands facteurs imprévisibles qui pourrait perturber les élections de mi-mandat et l'inflation. Parce que si le Détroit est fermé pendant 120 ou 130 jours, eh bien, c'était justement le grand sujet de débat lors du dîner l'autre soir au Harvard Club à New York. En gros, si les détroits restent fermés encore 30 jours, comme c'est le cas maintenant, oui, on comprend. À un moment, le prix du pétrole va grimper fortement. Et là, la réserve stratégique de pétrole tombe à un niveau vraiment dangereux. C'est là que ça devient compliqué, parce qu'il y a ces cavernes, tu vois. Donc il y a du pétrole en stockage, mais de qualité différente, et certains lots sont de bien meilleure qualité que d'autres. Et le niveau actuel, celui de ce stockage, est à un point de rupture très très risqué. Trump voulait le faire baisser de manière agressive, autrement dit, maintenir le prix du pétrole bas jusqu'aux élections de mi-mandat, tu vois. Mais maintenant, la situation au Moyen-Orient annule complètement tout ce qu'ils essaient de faire de ce côté-là. Avec la réserve stratégique de pétrole et le fait de vraiment libérer tout ce pétrole. Et puis, il y a la question de la mémoire. Toute cette histoire avec Micron et SanDisk a provoqué une forte inflation. Il suffit de regarder Apple, qui augmente le prix des ordinateurs et des iPads. Le coût de la mémoire a doublé, voire triplé, en 1 an et demi, à cause de toute cette demande en intelligence artificielle pour les puces. Du coup, la mémoire a créé un nouveau niveau d'inflation qui se traduit par des prix plus élevés pour les ordinateurs, pour les puces, et ça touche aussi les consommateurs d'autres manières. Donc oui, tout ça semble se diriger vers encore plus de perturbations d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne les marchés mondiaux de l'énergie, vous avez évoqué un développement très intéressant. Vous avez dit qu'il y a actuellement des projets en cours pour construire des oléoducs et des gazoducs destinés à transporter, je suppose, non seulement du pétrole brut, mais aussi du GNL et peut-être d'autres produits pétroliers. L'idée, si je comprends bien, c'est de réduire le risque lié au détroit d'Ormuz et peut-être aussi à Bab el-Mandeb, si la mer Rouge venait à être fermée à la navigation. Quels sont les acteurs mondiaux impliqués dans la construction de ces pipelines? Et est-ce qu'il y a des entreprises américaines qui participent activement à ce projet ou à ces projets? Car j'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Donc, oui, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on n'a pas vraiment travaillé sur les entreprises en tant que telles. Je suis sûr que si on regarde des groupes comme General Electric ou d'autres sociétés d'infrastructures classiques, on retrouverait les mêmes acteurs habituels. Mais oui, il y a clairement un thème d'investissement là-dedans qu'on devrait sans doute creuser. En tout cas, ils avancent à une vitesse impressionnante. Et d'ici 2 ans, on aura probablement beaucoup moins de perturbations du trafic dans le détroit. Absolument. Ça me fait penser que, vu l'investissement considérable nécessaire pour construire ces oléoducs et tous les obstacles réglementaires, le prix du pétrole va forcément augmenter, quoi qu'il arrive. Eh bien, à court terme, comme le détroit est fermé depuis 120, 130 jours, peut-être 140 ou 150 quand tout sera dit et fait, ça va être très favorable au distillat de pétrole. Mais avec le temps, quand ces oléoducs seront ouverts, le flux de pétrole sera plus libre et il n'y aura plus ce risque de perturbation politique, sauf s'ils frappent les oléoducs avec des drones, évidemment. Et ça, c'est probablement un autre chapitre à venir. C'est facile à faire d'ailleurs, oui,
Donc oui, on va avoir des drones qui touchent les oléoducs et qui les mettent à l'arrêt. Et donc oui, on va sans doute garder ce risque géopolitique pendant un bon moment. Absolument. C'est exactement ce dont on parle dans notre livre. Alors, pour comprendre ce que dit le marché, il faut voir les choses comme ça. Quand on passe d'un monde unipolaire à un monde multipolaire, dans un monde unipolaire, un seul pays tient vraiment les rênes. Les chaînes d'approvisionnement circulent librement, c'est très déflationniste. Mais dans un monde multipolaire, avec des conflits un peu partout, des taux d'intérêt plus élevés, des prix des obligations plus hauts, tout ça bouleverse complètement la formation du capital. En clair, il faut repenser entièrement la façon dont on construit un portefeuille, que ce soit pour un plan de retraite, des actions ou des obligations, parce qu'on est dans un nouveau monde, un monde multipolaire avec des taux plus élevés, plus d'inflation. Et maintenant, il y a la reconstruction de l'Iran. Pensez à quel point les guerres sont inflationnistes. Il faut reconstruire l'Iran. Il faut reconstruire Gaza. Il faut reconstruire l'Ukraine. Elon Musk parle de 100 millions de robots. Oui, 100 millions de robots. Faites juste une recherche avec Grok ou ChatGPT. Combien de cuivre y a-t-il dans 100 millions de robots? Et puis, il faut aussi reconstruire le réseau électrique américain, qui a quoi? 35-40 ans. On a tous ces centres de données. L'action Caterpillar est au plus haut à cause de la demande en tracteurs et en équipements. Et tous ces data centers qu'on construit, avec tout le cuivre qu'ils contiennent. Donc oui, on est clairement dans une nouvelle phase où il vaut mieux posséder moins de technologie. En ce moment, la tech représente déjà 50% du S&P et on y ajoute SpaceX et soi-disant OpenAI et Anthropic. Bref, on fait déjà une overdose de technologie. Mais une chose, d'après les dîners et les échanges d'informations qu'on a eus, les meilleurs conseillers financiers qu'on connaît, eux, ils sont en train de reconstruire le S&P pour en faire un panier plus équilibré, moins centré sur la tech. Parce qu'ils savent ce qui pourrait arriver. Rappelez-vous, sur les 50 dernières années, il y a eu 2 périodes où les actions sont restées plates pendant 5 à 10 ans. Voilà. Et quand un secteur passe de 20% du S&P à 30%, puis à 50%, c'est extrêmement risqué pour la performance future des portefeuilles. On peut se retrouver avec une période de 10 ans comme ça. Donc les conseillers les plus sophistiqués qu'on voit, les plus grands, les plus brillants, ils sont en train de rééquilibrer le S&P pour qu'il soit plus égalitaire, moins exposé à la tech et avec les step forward qui détiennent des actifs tangibles. Je crois qu'hier, ou peut-être avant-hier, j'ai vu un article publié par Reuters. Il expliquait que Washington ne veut plus vraiment durcir ni renforcer les sanctions contre la Russie et d'autres adversaires, parce qu'il considère désormais que ces sanctions sont la principale raison pour laquelle de nombreux acteurs mondiaux, pratiquement le reste du monde, se détournent du dollar. Donc, même Washington reconnaît maintenant que les sanctions sont devenues une arme. Et pour réduire le risque lié à cette arme, le monde va chercher des alternatives. Il y a d'ailleurs plusieurs courants. Certains experts disent que le dollar reste le roi. D'autres affirment que l'or a déjà dépassé le dollar en termes de réserve mondiale dans les banques centrales. Bref, le dollar américain décline lentement. Larry, comment vois-tu le dollar américain en ce moment? Et comment, selon toi, les événements géopolitiques et intérieurs actuels influencent-ils le rôle du dollar, ainsi que sa solidité en tant que monnaie de réserve mondiale? D'accord. Donc, le dollar va rester la monnaie de réserve mondiale pour les 30 prochaines années, sans aucun doute. On en parle d'ailleurs dans le livre. Mais on est dans un régime baissier séculaire du dollar.
Et tout ce que ça veut dire en clair, c'est une tendance baissière de long terme qui va durer, j'en suis convaincu. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, quand on a un pic d'inflation à cause du prix du pétrole et des matières premières, et que cette poussée d'inflation se manifeste, tout à coup, la perception que la Fed va relever ses taux augmente. Et le court terme de la courbe des taux devient alors très favorable au dollar. Autrement dit, à court terme, si le début de la courbe des taux, par exemple le bond du Trésor à 1 an, est passé d'environ 3,70 à peut-être 4,50, quelque chose comme ça, eh bien, sur $1 million, on passe d'environ 37 000 $ d'intérêt à 45 000, non? Donc, quand les taux d'intérêt montent sur le court terme, à cause des anticipations d'inflation, de tensions au Moyen-Orient, ou simplement de la perception que la Fed va relever ses taux, c'est ça qui renforce le dollar. Et c'est pour ça qu'il a rebondi. Mais c'est un peu comme un réflexe, une mémoire musculaire. Depuis 30 ou 40 ans, à chaque fois qu'on a eu un pic d'inflation, surtout en 2022, la Fed a commencé à remonter ses taux. Et ça a renforcé le dollar parce que, encore une fois, le court terme de la courbe des taux, ces bons du Trésor, sont garantis par l'État américain. Sur 1 an, on peut obtenir 4,5% au lieu de 3,5%. Forcément, ça attire plus d'investisseurs internationaux vers le dollar, non? Mais le problème aujourd'hui, ou plutôt la différence, c'est que les intérêts sur la dette atteignent 1100 milliards de dollars, alors que la dernière fois qu'on a commencé à relever les taux, ces intérêts étaient de 290 milliards. Donc, les intérêts sur la dette sont passés de 290 à 1100 milliards. Autrement dit, il n'y a plus beaucoup de marge pour augmenter les taux maintenant, parce que si on le fait, les intérêts sur la dette vont grimper jusqu'à 1500 milliards. Et si vous augmentez les taux, vous augmentez le risque de récession. Et là, d'un coup, les recettes fiscales baissent, non? Donc, il y a une tendance baissière structurelle du dollar parce que la seule façon de sortir de ce trou de 40 000 milliards de dettes, c'est de maintenir les taux d'intérêt en dessous du niveau de l'inflation. Les garder bas, racheter des obligations, forcer des acteurs comme les stablecoins à acheter plus de bons du Trésor, pousser les banques à en acheter davantage. Tout ça, c'est fait pour soutenir le système. C'est pour ça que les métaux précieux, les actifs tangibles et les entreprises qui contrôlent des ressources, comme les producteurs de cuivre ou des groupes pétroliers et gaziers comme Chevron ou Schlumberger, surperforment dans ce genre de monde stagflationniste où on maintient les taux d'intérêt en dessous de l'inflation. On est dans un contexte mondial de taux d'intérêt plus élevés, des taux plus hauts, une inflation plus forte. Et à un moment, la Fed va devoir changer de cap de façon radicale parce que l'économie finit par ralentir avec des taux et une inflation aussi élevée. Et ça se voit. Regardez les restaurants, même McDonald's est en difficulté. Ce n'est pas du tout habituel pour eux. Une partie des 60% de consommateurs les moins aisés souffrent énormément. Et c'est très difficile pour la Fed de continuer à relever les taux quand les 65% du bas de l'échelle sont dans une telle détresse. On le voit dans plein de secteurs différents. Regardez l'action Home Depot. Elle n'a pratiquement pas bougé depuis 3 ans. Dans les restaurants où vous allez, il y a plein d'actions liées à la consommation qui ont vraiment pris un coup. Regardez Nike par exemple, c'est vraiment mal en point. Et donc, la capacité de la Fed à relever ses taux, c'est ce qui maintiendrait le dollar fort. Mais à cause de la faiblesse du consommateur et de tous les facteurs dont on parle, comme les intérêts sur la dette, le marché commence à comprendre que la Fed ne peut pas vraiment monter les taux beaucoup plus. Et là, on entre dans un vrai cycle baissier pour le dollar. C'est ce qui va se jouer au cours de l'année à venir.
Et ça, c'est très positif pour les entreprises qui détiennent des actifs. En parlant de stratégie d'investissement, vous avez évoqué les matières premières, bien sûr, mais de façon plus générale, quelle classe d'actifs offre aujourd'hui les meilleurs rendements ajustés au risque dans un environnement aussi volatile et incertain? Eh bien, les mines de cuivre et les métaux ont complètement écrasé les QS ces 3 dernières années. Donc ça, ce serait le premier point. Le pétrole et le gaz, un peu moins, mais je pense que dans les prochaines années, c'est là qu'on va voir une vraie surperformance. Et on adore le FCG, l'ETF, Frank Charlie George. On aime beaucoup ces entreprises de gaz naturel qui vont soutenir tout le système énergétique. Et puis l'uranium, on aime l'uranium. On aime les entreprises qui contrôlent l'uranium. On aime aussi la matière première elle-même. Ça va alimenter tous les centres de données et une grande partie de l'électricité viendra du nucléaire. Donc si on parle de rendement ajusté au risque, le portefeuille 60-40 est vraiment cassé depuis 2021-2022. Il sous-performe de façon spectaculaire, 60% d'actions, 40% d'obligations. Donc, on est sur quelque chose comme 30%. 35 pour les actions, 35 pour les obligations et 30 pour les matières premières. C'est la nouvelle façon de construire un portefeuille dans ce régime de taux d'intérêt plus élevé, avec des rendements obligataires plus hauts et une inflation plus forte que ce qu'on connaissait avant. L'ancien régime, c'était plutôt la déflation assurée, des chaînes d'approvisionnement mondiales fluides comme de la soie, un monde unipolaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on joue dans une toute autre catégorie. On est dans un monde multipolaire, avec des taux d'intérêt durablement plus élevés. Et c'est pour ça qu'il faut ce type de répartition. 35% d'actions, 35% d'obligations, 30% de matières premières. C'est ce genre de construction starter-feuille qu'il faut adopter dans le monde d'aujourd'hui. Larry, peut-être qu'on peut conclure avec cette question, une question très très large. Si vous deviez laisser à nos téléspectateurs, aux investisseurs, au grand public, un seul message sur la façon d'aborder le marché obligataire et le marché boursier d'aujourd'hui, quel serait ce message? What would that message be? Avant tout, il faut surveiller le marché obligataire. Surveiller les marchés du crédit, parce que ce sont eux qui vont vous indiquer la tendance. Ce sont vraiment eux qui vont précéder le marché des actions. Et les marchés du crédit, s'il y a vraiment une crise du crédit qui se prépare dans la construction de centres de données, et aussi du côté des consommateurs, surtout les 60% les plus fragiles, ça peut faire très mal. L'immobilier commercial aussi est exposé. Si les taux d'intérêt restent à ce niveau, il y a beaucoup de risques systémiques dans ce secteur, avec des taux élevés. Si les taux redescendent, ce n'est plus un problème. C'est pour ça que je pense avant tout que le crédit précède les actions. Et il faut suivre des analyses comme le Bear Trap Report. Il y a beaucoup d'autres services aussi. Mais il faut vraiment garder un œil sur le marché obligataire, parce que lui est indiqué la direction du marché boursier. Je mettrai tous les liens vers ton travail dans la description ci-dessous. J'aimerais vraiment que nos spectateurs aillent y jeter un œil, qu'ils soutiennent ton travail et qu'ils puissent mieux comprendre quoi faire dans cet environnement. Parce que je sais que beaucoup d'entre eux nous disent qu'il est presque impossible de savoir ce qui se passe, tellement tout change d'un jour à l'autre. C'est pour ça que je pense que le Bear Trap Report, ton travail et tes analyses sont tout simplement inestimables dans le monde d'aujourd'hui. Larry, un grand merci d'avoir partagé tes réflexions et de nous aider à mieux comprendre les risques et les opportunités qui façonnent le marché mondial actuel. On te remercie pour ton temps
et on espère te revoir très bientôt. Et je suis vraiment ravi. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Félicitations. Merci pour tout votre soutien. 1 million d'exemplaires. Nous venons de passer à 12 langues. Le livre a été traduit en 12 langues. Merci infiniment. Parfait. Je mettrai les liens vers ces 2 livres dans la description, juste en dessous de la vidéo. Et oui, je pense que ce sont des lectures indispensables. Merci.